Togo est fou. Le Togo à votre portée. Merci de nous être fidèles sur Radio Canal K et sur Radio à Volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, annonce la fin d'enrôlement et la publication prochaine des listes électorales. Quelle action concrète de l'opposition et de la société civile togolaise pour la reprise du recensement électoral dans la zone numéro 1, nous lançons le débat citoyen avec nos invités qui vont nous accompagner en ligne depuis Lomé. On accueille d'abord Dr Richard Tinjo. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de la radio à Volonté Canal K. Bonsoir au professeur David Doucet du mouvement Togo Debout et à tous les citoyens, que ce soit ceux qui résident sur le territoire national comme dans la diaspora. Merci de votre disponibilité. On accueille toujours à Lomé professeur David Ekwe-Doucet. Bonsoir. Amos, bonsoir. Richard, je te salue. Je salue également tous les fidèles de Radio à Volonté, Radio Canal K. Et je salue toutes nos sœurs et tous nos frères de la diaspora togolaise ou africaine. Merci également de nous être fidèles, de répondre à chaque fois que nous vous faisons appel dans ce débat citoyen. D'ailleurs, c'est la toute première émission de ce mois de juillet d'ailleurs. Et bon week-end à toutes et à tous au niveau de la diaspora, tout comme au pays et les panafricains également. Alors, nous parlons justement du cas togolais. Quand on parle d'élection, c'est quand même très compliqué au Togo. Docteur Richard Tinjo, vous êtes un homme politique, vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Et justement, c'est en début de semaine que la CENI a annoncé cette information par rapport aux élections législatives et le processus d'enrôlement qui ne s'est pas bien déroulé. Il y a déjà l'ANC, Alliance nationale pour le changement, qui a sorti un communiqué à demander d'ailleurs à rencontrer le gouvernement ou un cadre permanent de concertation pour pouvoir en discuter. Il y a aussi la DMP, Dynamique pour la majorité populaire. Il y a d'autres partis politiques également qui sont pas d'accord avec ce processus d'enrôlement. Alors, docteur Tinjo, que comprend justement de la décision de la CENI de procéder à l'épurement du fichier électoral alors qu'elle-même avait reconnu des insuffisances dans l'opération d'enrôlement dans la zone numéro 1? Il se pose un problème d'indépendance réelle de la CENI, cette commission électorale nationale indépendante. Parce qu'une commission qui se dit indépendante, qui reconnaît ses insuffisances par rapport à l'enrôlement des Togolais, le gouvernement même qui a mis en place cette institution a reconnu qu'il y a eu des défaillances, surtout dans la zone 1. Et que cette défaillance n'est pas due à la population, n'est pas due aux erreurs de la population, mais de la commission indépendante elle-même. La population était sortie. Les premiers jours, la première semaine, on a vu dans beaucoup de centres d'enrôlement la population qui était sortie, les machines ne travaillaient pas, il y avait des problèmes d'encre, de carte, ainsi de suite. Et ces problèmes ne relevaient pas de la population. La population se sent plein droit d'aller se faire recenser. Mais à partir du moment où la CENI a constaté que la défense venait d'elle, je ne vois pas pourquoi elle ne peut pas reprendre le recensement dans la zone 1. Est-ce que c'est une manière de chercher à rééquilibrer l'électorat du Sud contre l'électorat du Nord pour qu'on dise que voilà, on a presque le même électorat, alors que nous savons qu'il se pose aussi un problème de découpage électoral. Au niveau du Sud, du côté Sud, vous allez remarquer que on peut avoir assez de nombre de votants, mais on aura peu de députés, alors qu'au Nord, on a moins de votants, mais on a assez de députés dans les préfectures. Vous voyez déjà, c'est une façon pour le régime de toujours chercher à avoir la majorité parlementaire et utiliser cette majorité parlementaire pour asseoir leur règne. Et ça, ce qui se passe avec la CENI, ce n'est pas normal. Il faudrait que la CENI soit véritablement indépendante. En plus de cela, le gouvernement a mis en place une structure pour pouvoir régler les questions d'ordre politique, social et autres. Je parle de CNAP. Mais pourquoi jusqu'à ce jour, ce cadre n'a pas pu réagir? Bien que les organisations de la société civile ont appelé à ce que on puisse renouveler on puisse refaire le recensement dans la zone 1,
les partis politiques membres de la DMP et un certain nombre de structures ont réagi. Je ne vois pas pourquoi la CENI maintient toujours à faire l'épurement sans reprendre l'élection, sans reprendre l'enrôlement au niveau de la zone 1. Est-ce que c'est une mauvaise foi? Est-ce que c'est une stratégie pour pouvoir encourager ce régime-là à torpiller ces élections à venir? Il va falloir que la CENI joue son rôle en tant qu'institution indépendante. Il ne faudrait pas qu'elle reçoive des instructions d'ailleurs et agisse comme si ce sont ces institutions-là qui doivent fonctionner. Pourtant, elle est dite commission indépendante. Il va falloir que nos évêques qui, la dernière fois aussi, ont demandé à ce que les acteurs politiques on va y revenir. Pour savoir l'apaisement, réagissent dans ce sens-là, pour leur dire, écoutez, vous-même, vous avez constaté que la population était sortie. Elle était là. Elle était mobilisée pour le recensement. Mais il se fait que l'erreur vient de vous. Qu'est-ce que vous faites pour contribuer à l'apaisement? Ça aussi, ce sont des actions à mener dans ce sens-là. Sinon, ce que la CENI est en train de faire là, ça montre déjà qu'il y a un parti pris par rapport à l'organisation des élections prochaines. D'accord. Professeur David Ekwe-Dossé, vous nous accompagnez également en ligne depuis Lomé au Togo. Vous avez suivi tout à l'heure Dr Richard Tindo, qui est vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. C'est un homme politique d'ailleurs. Alors, vous avez également suivi, en début de cette semaine, que justement la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a annoncé la fin d'enrôlement et la publication prochaine des listes électorales. Alors, revenons même au débat citoyen. Quelle action concrète de l'opposition et de la société civile pour la reprise du recensement électoral, surtout dans la zone numéro 1, professeur David Ekwe-Dossé? Effectivement, je crois que s'il y a une unanimité aujourd'hui au Togo, c'est par rapport aux dysfonctionnements qui ont accompagné l'enrôlement des électeurs, notamment dans la première zone. Effectivement, cette unanimité, nous l'avons constaté quand aussi bien la société civile que les partis politiques d'opposition, que la conférence des évêques et enfin même le parti au pouvoir, tous sont unanimes sur le fait que il y a eu de gros dysfonctionnements lors de l'enrôlement et ces dysfonctionnements sont à mettre à l'actif, non pas des citoyens, mais à l'actif de la CENI elle-même. Donc la CENI elle-même a fini par reconnaître qu'elle était responsable de nombreux dysfonctionnements qui ont fait qu'aujourd'hui, des centaines, des milliers de Togolais n'ont pas pu s'inscrire, alors que les gens se sont déplacés en masse, les gens se sont alignés pendant des heures, des gens ont attendu vainement que l'enrôlement puisse se faire et leur permettre d'être inscrits sur le fichier électoral. Bref, il y a une situation qui est aujourd'hui reconnue par tous. Donc, logiquement, on pourrait s'attendre à ce que, de façon cohérente, la CENI apporte des solutions à ces dysfonctionnements que tout le monde, unanimement, a reconnus. Mais on se rend compte que finalement, la CENI reconnaît ses propres dysfonctionnements, mais veut aller de l'avant en bottant en touche, en faisant comme si ces dysfonctionnements n'avaient pas d'importance. Je pense que c'est extrêmement grave dans un pays où nous avons une constitution qui donne le droit à chaque citoyen de participer au vote. Alors, votre question de savoir ce qu'il faut faire. Donc, aujourd'hui, il y a déjà des réactions émanant essentiellement des partis politiques. L'ANC, vous avez parlé de la DMP. Et donc, c'est une action qui, pour le moment, s'inscrit dans le cadre du plaidoyer. Même si, au niveau des organisations de la société civile, on n'a pas noté des communiqués officiels, il faut savoir que il y a des discussions qui sont menées, surtout au niveau des partenaires bilatéraux et multilatéraux avec qui nous discutons justement par rapport à cette question qui est le point de départ des prochaines échéances électorales. Et si nous voulons que ces échéances se passent de façon apaisée, se fassent dans la transparence, il faudrait déjà que la première étape se fasse plus ou moins bien. Donc, il y a pour le moment des actions de plaidoyer qui sont en train de se faire, mais une chose est certaine, c'est que connaissant ce régime, les actions de plaidoyer seules ne pourront pas apporter un véritable changement, une véritable modification en termes de posture. Donc, il faudra aller au-delà. Il faudra certainement qu'il y ait plus d'actions concertées, surtout si les forces vives du changement ont le même langage, ont la même posture, ont la même analyse de cette situation. Il faudra certainement
beaucoup plus d'actions concertées. Et à un moment donné, je pense qu'il faudra certainement, si la CENI s'entête à organiser des élections dans des conditions totalement inacceptables, il faudra à un moment donné en appeler à la population. Je me souviens de cette lettre pastorale des évêques à l'occasion de notre indépendance, de la fête de l'indépendance de cette année, où la lettre des évêques a dit clairement que nous sommes le levain. Nous, les citoyens, nous sommes le levain. Donc, à un moment donné, pour que la pâte puisse prendre, pour que le gâteau puisse prendre, il faudrait que ce levain intervienne. Il faudrait vraiment que la population, à un moment donné, soit prête à aller revendiquer ce qui lui revient de droit. Donc, voilà ce que je puis dire. Il y a des actions de plaidoyer à mener. Je pense que c'est incontournable. Nous sommes en train de le faire. Les partis politiques sont en train de le faire. Les partis politiques ont sorti des communiqués officiels. À un moment donné, la deuxième étape, pour ce qui me concerne, je pense qu'il faudra qu'il y ait des actions concertées, puisque nous disons tous la même chose. Il est inutile que chacun reste enfermé dans sa bulle pour dire exactement la même chose que son voisin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble par rapport à cette question? Et si c'est nécessaire, à un moment donné, il faudra vraiment demander au peuple souverain d'intervenir et de trancher. Voilà, merci. D'accord. Alors, docteur Jati, vous avez écouté le professeur David Ekwe, docent de la société civile, notamment du Togo debout. Donc, à part ces communiqués, il faut nécessairement une action concertée, mais en quoi faisant? Alors, justement, docteur Jati, que peut l'opposition togolaise au-delà des communiqués qui semblent justement ne rien dire à la CENI jusqu'alors? Ouais, ce régime-là est tellement rusé que il a tous les moyens pour conduire l'opposition au boycott. Ils ont vu que cette fois-ci, les gens sont sortis massivement à aller se faire recenser. Et du coup, si les élections doivent s'organiser, les gens vont exprimer leur ras-le-bol. Ça veut dire que les gens vont faire des votes sanctions. Ils vont préférer que l'opposition gagne à la place du régime. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors chercher à garder encore un élément de frustration, comme ce qu'ils sont en train de faire, le refus catégorique de reprendre le recensement dans la zone 1 pour pousser les acteurs politiques au boycott à dire, voilà, l'organisation des élections ne se fait pas de façon transparente. Le plaidoyer qu'ils sont en train de faire, ça ne donnera absolument rien. S'ils sont fatigués, ils vont encore envoyer leur griot sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, les conditions ne sont pas réunies. Pourquoi vous allez vous entêter pour aller aux élections? Est-ce que ce n'est pas perdu d'avance? Donc, ils ont cette stratégie-là qu'ils veulent mettre en marche pour que demain, la classe politique, surtout de l'opposition, soit découragée et qu'elle se dise qu'elle ne pourra plus aller à ces élections. Ce qui ne va pas arriver puisque maintenant nous savons le jeu qu'ils font par rapport à l'organisation des élections. Ce régime-là, c'est un régime qui aime qu'on lui mette un peu de la pression. Lorsque vous êtes dans le dialogue, vous faites le plaidoyer, ce régime-là se moque de vous. Ce régime-là veut plutôt qu'on lui mette la pression au cul pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse débloquer des situations difficiles. C'est le lieu pour les acteurs politiques et de la société civile, comme le professeur l'a dit, de se concerter et chercher à rencontrer et le gouvernement et comment appelle-t-on, la CENI et le ministre de l'administration territoriale pour comprendre pourquoi cet entêtement de la CENI à ne pas vouloir reprendre le recensement dans la zone 1, sachant très bien qu'il y a un fort électorat dans la zone 1. D'accord, docteur Jati, justement, vous savez, avec les clivages au sein de l'opposition, est-ce que vous pensez vraiment que les partis politiques peuvent relever les défis d'unicité, d'action face à cette situation? Mais non. Cela devient une obligation, puisque seuls nous ne pouvons pas affronter ce régime-là. Par exemple, les DSA seuls ne peuvent pas le faire, l'ANC seul ne peut pas le faire, le CAR, le FDR. Aucun parti politique ne peut le faire seul. La preuve, vous voyez, les communiqués fusent de partout. Mais ça ne met personne, ça ne leur dit absolument rien. Ça serait maintenant un devoir, ce qui va obliger tous les acteurs politiques à s'engager dans l'unité d'action. Aller rencontrer, comme je l'ai dit entre-temps, le gouvernement, le Premier ministre, rencontrer le ministre de l'administration territoriale, rencontrer le président de la CENI et son équipe là-bas pour discuter. Lorsqu'ils vont refuser d'aller
sur ce terrain, alors là, nous allons demander à la population de sortir parce que lorsque la population sort et qu'elle manifeste, sort dans le bon, le régime là le coûte plus. Vous avez vu les mouvements passés, que ce soit le mouvement du CST, C14 et consorts, ça a permis quand même au régime de réfléchir un peu sur sa gouvernance. Nous savons que la population souffre énormément. Les questions politiques n'intéressent plus la population parce qu'on voit la manière dont le gouvernement ou bien ce régime-là gère les questions politiques. Donc, ils sont en train de nous mettre dans un piège. Si nous ne savons pas faire, on risque d'être frustrés et dire nous n'irons pas à ces élections. Ces élections-là, nous allons pousser la population à faire le vote sanction parce que trop c'est trop dans ce pays-là. Nous voyons comment le pays est mal géré. Quand vous prenez les questions sociales, on n'en peut plus. Hein, la vie est tellement chère. Regardez les paysans aujourd'hui. Ils souffrent énormément. Notre pays produit le phosphate. Mais le prix de l'engrais coûte combien? 18 000 francs. Comparé dans la sous-région, dans certains pays, le prix du sac est à 15 000 francs. Ce paysan-là, avec le changement climatique, comment le paysan peut réussir à investir et gagner à la fin? Ouais, parfois on vient avec des stratégies pour encore enliser les populations en leur disant, prenez le prêt, on vous fait un prêt de sac d'engrais, vous cultivez et après vous venez vous rembourser. Sachant pertinemment que le changement climatique fait faire en sorte que le paysan perde. Pourquoi ne pas travailler à réduire les prix des produits dont nous avons les ressources dans le pays? Quand vous prenez les questions de sécurité, on veut très bien que tout le monde collabore pour qu'il y ait la paix dans le milieu, que tout le monde soit sécurisé. Mais les actions des uns et des autres poussent la population à se désintéresser. Donc, dans ce pays-là, comment on peut gérer si les gens ne veulent pas faire de concessions? Ce régime-là, c'est la pression seule qui peut l'amener à changer. Sans la pression, ce régime ne changera pas. C'est pour ça que nous, en tant que ce soit les acteurs politiques de l'opposition, que ce soit ceux de la société civile, il va falloir que dans les jours à venir, rapidement, on prenne des initiatives pour se rencontrer, pour échanger dans un cadre, même si c'est informel, et voir quelle est la stratégie, la meilleure stratégie à adopter pour faire la pression sur ce régime. Puisque tout le monde observe, mais personne ne veut agir. Si nous ne nous engageons pas dans cette ligne, nous risquons de perdre. D'accord. Et le régime là va continuer à s'enraciner. On peut comprendre votre indignation, mais justement, il faut y travailler à cette unité d'action, synergie d'action au niveau de la société civile de l'opposition. On va relancer maintenant le professeur David Ekwe-Dossé qui justement, il y a quelques semaines, nous parlait de ce grand mouvement citoyen initié donc par Maître Dodia Pévon. Il faut quand même le relever que ce grand mouvement citoyen n'est pas d'aujourd'hui, d'hier non plus. Donc ça a été quand même affirmé, confirmé par tous les leaders d'ailleurs. Donc on peut le dire que Maître Pévon veut l'acter maintenant. Alors là, c'est dit justement, le professeur David Dossé a dit, voilà, c'est fini, la fin de l'opération d'enlèvement, c'est fini. Alors, quelle action? Comment pousser la CENI à reprendre ce processus de recensement au niveau de la zone numéro 1? C'est la question que l'on puisse se poser. Et pour Dr Richard Tignon, il faut aussi une pression populaire. Donc, on revient toujours à la population. Vous êtes de la société civile. Que doit comprendre le Togolais lambda par rapport à cette situation? Oui, alors au risque de me répéter, je crois que, comme Richard vient de le dire et comme je l'avais dit tantôt, il faut poursuivre, je crois, dans l'action qui a été initiée. L'action qui a consisté à faire le diagnostic des dysfonctionnements issus du travail de la CENI, l'action qui consiste à faire du plaidoyer. Je crois que récemment, il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, je pense, l'ANC a demandé à ce que le CPC puisse se réunir afin de se pencher sur ces questions, qui sont vraiment des questions éminemment importantes pour l'avenir de notre nation. D'autres partis politiques ont également sorti des communiqués par rapport à cela. Mais tout le monde est d'accord que en tenant compte du caractère du régime que nous avons en face de nous, les simples communiqués ne suffiront pas. Il faudra qu'au-delà de ces communiqués, il y ait cette action concertée, cette synergie en termes d'action au niveau des partis politiques et même au niveau des organisations de la société civile. Mais le dernier mot revient au peuple. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, et ça me permet même de déconstruire une espèce de postulat. Vous savez, on a le sentiment aujourd'hui, oui, que les partis politiques sont à terre, que le pouvoir a un boulevard ouvert devant lui. C'est vrai dans un certain sens, mais dans un autre sens, on a la conviction que ce pouvoir n'est pas du tout serein. Quand on voit les actions posées par le pouvoir,
on a le sentiment que ce pouvoir a peur de quelque chose. C'est de cette mobilisation populaire. Et donc, ça veut dire que vraiment la force appartient au peuple. La souveraineté populaire, c'est la toute première force qui est la seule en mesure de faire changer les choses. Le pouvoir en est très conscient. Le pouvoir sait que le niveau de mobilisation que nous avions eu en 2017 et en 2018 a failli le faire tomber. Ce niveau de mobilisation a été suffisant pour l'ébranler fortement. Nous étions presque à l'aboutissement et ce pouvoir a peur de cette mobilisation populaire. La force appartient au peuple. Nous sortons d'une situation extrêmement difficile avec beaucoup de découragement. On a le sentiment que les gens sont découragés, les gens ne s'intéressent plus à rien. Mais quoi qu'il en soit, au fond d'eux-mêmes, les citoyens togolais savent qu'il va falloir à un moment donné se remettre en ordre de marche. Et si cette situation intervient de nouveau, nous sommes convaincus que ça va apporter énormément de changements dans notre pays. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la solution appartient au peuple. La solution est dans la mobilisation. La solution est dans la mobilisation populaire. Pour reprendre les propos des évêques, le peuple togolais est le levain. Et ce levain va se lever, effectivement, pour apporter le changement. Donc, tout ce qui est en train d'être fait, les communiqués, peut-être l'action concertée, tout cela doit concourir à un moment donné à cet éveil de conscience populaire pour que le peuple se dise c'est mon droit d'aller voter. On ne peut pas, parce qu'on est président d'une CENI, parce qu'on a le sentiment d'avoir la force du régime avec soi, on peut se permettre de dire il y a eu des dysfonctionnements, mais ce n'est pas grave, on continue dans le processus. Chaque Togolais a le droit de voter. Il faudrait déjà dès le départ donner cette possibilité à chaque Togolais. Et si la CENI ne veut pas donner cette possibilité au peuple togolais, il faut que le peuple togolais se lève à un moment donné pour revendiquer ce droit qui est un droit constitutionnel, qui est un droit légitime. Merci. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. En tout cas, professeur David Dossé, je vais quand même toujours continuer avec vous, puisque vous êtes de la société civile. Et les gens pensent, ou bien les Togolais pensent que maintenant, il faut que le peuple se soulève lui-même. Donc chacun doit y travailler, pas que l'opposition ou qui que ce soit, c'est le Togolais lambda. Mais apparemment, ça ne se fait pas comme il faut. Les gens sont tellement découragés, ne veulent même plus entendre parler de politique. Alors, est-ce que ce n'est pas déjà très mal parti quand on parle d'élections législatives au Togo maintenant? Est-ce que cette situation ne donne pas déjà raison à ceux qui pensent que oui, la solution ce ne sont pas des élections? En tout cas, personnellement, je l'ai toujours dit et je pense que c'est aussi la position du Front citoyen Togo Debout. Chacun a le droit de penser à sa propre solution. Pour ce qui concerne le Front citoyen Togo Debout, nous restons dans l'action pacifique et nous estimons que dans la construction du Togo nouveau, que nous ne voyons pas seulement à court terme, mais que nous voyons surtout à moyen terme et à long terme dans la construction de ce Togo nouveau, de ce Togo pays civilisé. Le changement de dirigeants doit se faire à travers les urnes. C'est une vraie éducation populaire. Et même si nous sommes dans la difficulté, avec un processus électoral qui n'est pas transparent, avec une CENI qui ne joue pas son rôle d'arbitre, etc., etc., même si nous sommes dans une situation difficile et délicate, nous devons continuer à marteler le même message. Vous savez, même si nous tenons compte des difficultés qu'il y a aujourd'hui dans le processus électoral, si nous étions en mesure, par notre sensibilisation, par notre pédagogie, si nous étions en mesure de mobiliser 90% de l'électorat et que les 90% se déplacent effectivement pour aller voter et que les 90% font le maximum pour surveiller le vote jusqu'à la proclamation des résultats, même si on nous dit que c'est un vrai système de fraude qui est mis en œuvre par le pouvoir, je suis convaincu que si nous arrivions vraiment à mobiliser cet électorat et à nous organiser, parce que nous n'arrivons toujours pas à nous organiser en dépit de tout ce que nous disons, je suis convaincu que par les urnes, on pouvait obtenir ce changement. Parce que nous avons tous ces systèmes de fraude, le bourrage des urnes, le fait qu'on empêche certains délégués de l'opposition d'être présents, etc., etc. Si
Imaginez simplement cette situation où les milliers de Togolais qui sont pour le changement décident d'aller porter leur bulletin dans l'urne. S'assurent d'abord que dans l'urne, il n'y a pas eu un bourrage avant. S'assure donc que avant le démarrage du processus électoral, il n'y a pas eu bourrage d'urne. Les milliers de Togolais vont et votent. Les milliers de Togolais s'assurent que après la fin des votes, il n'y a pas eu, comme on le sait, comme ça se passe, des délégués qui sont venus voter avec les derniers bulletins qui sont restés dans les bureaux de vote. Ce sont ces bulletins qui servent à faire les bourrages. Une fois que vous avez fini, une fois que le dernier électeur est parti, on récupère les bulletins qui sont restés et on vote pour ceux qui ne sont pas venus, on vote avec les bulletins qui sont restés dans la salle. Alors, imaginez cette situation où les gens restent. Les gens vérifient que il n'y a pas de bourrage d'urne. Les gens s'assurent effectivement que le compte qui sera fait à la fin de la journée est le vrai compte et les gens s'arrangent ou s'organisent. Et peut-être là, on est au-delà des gens, on est au niveau des partis politiques. On s'arrange pour avoir le vrai décompte, pour avoir les vrais résultats. Ça peut permettre de faire bouger les lignes. Parce que dans les discussions après, quand vous rencontrez certains responsables de certaines chancelleries, on nous le dit clairement. Nous sommes, en termes d'organisation, parfois en déficit. Et ça fait que nous n'avons pas cette possibilité de compilation comme on le souhaite. Nous n'avons pas cette possibilité d'empêcher que les PV qui sont produits ne soient pas des PV fallacieux, des PV qui ne disent pas la réalité des urnes. Donc autant d'éléments qui nous font penser que la solution peut venir des urnes. Mais il ne s'agit pas simplement de le dire, ce n'est pas un simple slogan. Il faut de l'organisation. Il faut une vraie conscientisation de l'électorat. Il faut être en mesure de convaincre cet électorat pour qu'il se déplace en masse. Parce qu'à chaque fois que cet électorat se déplace en masse, il rend très difficile le travail de ceux qui sont des spécialistes de la fraude et il facilite le travail de ceux qui veulent le changement. D'accord. Alors, docteur Richard Tinja, vous avez écouté professeur David Kwedosé, il faut toujours mobiliser le peuple togolais, vous l'avez aussi dit tout à l'heure, il faut contraindre, il faut tout faire pour contraindre la CENI à reprendre du moins le recensement électoral dans la zone numéro 1. Mais justement, est-ce que ce n'est pas déjà mal parti quand la CENI a déjà pour elle, elle a annoncé la fin d'enrôlement et la publication prochaine des listes électorales. Comment y arriver? Comment contraindre justement, on le dit, mais comment y arriver, Richard Tinjo, au moment où on voit que la population est un petit peu démotivée, démobilisée, puisque on dit que l'opposition est tellement divisée que oui, ça prend pas, mais vous avez aussi parlé d'action concertée, docteur Richard Tinjo. Oui, la population ne doit pas se décourager parce qu'elle sait que le vote est une arme que le législateur lui donne pour pouvoir sanctionner le dirigeant qui gère mal les ressources du pays et tout. Observons un peu avec la mise en place des mairies. Depuis qu'on a mis en place les mairies, ça ne fonctionne pas. À part simplement les légalisations et autres, les tickets, on ne sait pas concrètement ce que les mairies font. Les routes sont dégradées. En saison de pluie, c'est pas possible. Les engins des gens s'abîment. Les gens sont inondés. On ne peut même pas tracer dans les quartiers pour que l'eau puisse circuler. Tout ceci rime à quoi? La population ne doit pas se décourager. Quand vous prenez la question du chômage, c'est l'État qui a les moyens de fournir l'emploi à la jeunesse. C'est à l'État, c'est son devoir régalien de le faire. Quand vous prenez le prix du ciment qui est cher, et où la population n'arrive pas à acheter, qui doit gérer ces questions? C'est pas la classe de l'opposition, c'est le pouvoir en place. Actuellement, on est en train de fermer les missions de MISMA au Mali, dans les autres structures. Or, vous savez très bien que les militaires, quand ils vont, parfois, ça leur donne un peu de ressources. Ils viennent, ils achètent des terrains, ils soutiennent leur famille. La diaspora aujourd'hui qui est découragée de la gestion du pays, les gens n'ont plus envie de revenir investir dans le pays. Tout ça, là, nous allons où? Avec l'entêtement de ce régime. Tout ce que nous sommes en train de dire, que ce soit le communiqué par là, les interpellations par là, la CENI devrait avoir honte de son agissement et changer de paradigme.
Pendant longtemps, on a toujours dit que la CENI n'est pas indépendante, qu'elle reçoit des ordres d'ailleurs. Docteur Richard Tidjo, ma question, on peut comprendre que la CENI est dans son rôle, mais nous, peuple togolais, que faisons-nous, que devons-nous faire aux sociétés civiles, opposition et togolais lambda pour contraindre la CENI à reprendre quand même le processus de recensement, du moins au niveau de la zone numéro 1? Oui, je suis en train d'en venir à l'action que nous devons mener, puisque les actions concertées vont se dérouler. La population même, elle est déjà en éveil. Elle sait que le pays, ça ne va pas. La population peut-être n'attend qu'un déclic. Elle attend simplement que les acteurs de la société civile et des partis politiques puissent lancer un mouvement et puissent lancer un appel pour que la population descende pour dire c'est leur droit, parce que la Constitution reconnaît cela. La Constitution vous reconnaît le droit de voter. À partir du moment où vous avez l'âge de 18 ans, vous pouvez vous faire enrôler et aller voter. C'est votre droit citoyen. Même ce que eux-mêmes ils ont inscrit dans la Constitution, ils sont incapables de respecter cela. Les gens sont sortis pour se faire recenser. Vous n'avez pas organisé le recensement très bien parce qu'il y a eu des dysfonctionnements. Qu'est-ce qui vous coûte de reprendre? Vous voyez, aujourd'hui, nous n'avons même pas le calendrier électoral. Nous ne savons pas quand est-ce que les élections vont se passer. Un seul détient ce calendrier-là. Un seul sait ce qu'ils sont en train de faire. Je crois que c'est une manière de nous décourager, nous amener à dire, bon, écoutez, là, les élections ça ne donnera rien. Allez-y, vaquer à vos occupants. Ils se trompent. Malgré ces conditions, nous allons continuer toujours par en parler. Mais il va falloir que rapidement, les chefs de pont, les chefs des partis politiques, et de la société civile, dans les semaines à venir, rapidement s'organisent pour aller rencontrer les autorités du pays, afin qu'on puisse trouver une solution à cela, parce que la population a son droit. Imaginez ceux qui n'ont pas pu avoir leur carte dans la zone 1. Pourtant, il y a des opportunités de financement dans les microfinances et autres. Comment ils font? Au même moment, nous disons que nous luttons contre la pauvreté. Nous luttons pour l'inclusion. Nous luttons pour la cohésion sociale, mais nous posons des actes d'exclusion, des actes qui contribuent à maintenir les gens dans la pauvreté. Or, la population est déjà vulnérable. Dans ces conditions, comment on peut construire un État où l'exclusion devient une règle d'or? C'est pas normal. Il va falloir que la CENI elle-même se rende compte. Elle-même, elle a reconnu qu'il y a eu des dysfonctionnements. Qu'est-ce qui vous empêche de reprendre le recensement? Qui vous empêche? Si vous dites que vous repoussez le recensement d'une semaine, 2 semaines, où est le problème? C'est à vous de pouvoir vous organiser en interne. Ça veut dire que même les partis qui sont au niveau de la CENI, qui travaillent avec la CENI, n'ont aucun pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir Docteur Richard Tidjo, je vais un petit peu vous taquiner. Vous êtes un homme politique. Hein, on va le dire tout dur. Hein, c'est le pouvoir de l'homme qui vous refuse d'organiser des meetings, de sensibiliser la population. Donc on pense qu'on vous empêche aussi de sensibiliser la population. Mais les gens disent aussi, vous n'arrivez pas à organiser des meetings, vous n'arrivez pas à mobiliser la population. Comment arriver à contraindre la CENI à reprendre ce processus de recensement dans la zone numéro 1? Je crois que ça serait peut-être une sortie spontanée. Ça serait de la spontanéité. Ça veut dire que tout le monde soit dans son quartier, il crie son ras-le-bas que ça ne va pas, on n'a qu'à reprendre le recensement dans la zone 1. Si dans tous les quartiers, tout le monde sort et crie, j'ai besoin de ma carte, j'ai besoin de ma carte de vote, j'ai besoin de ma carte de vote, je crois que le gouvernement va comprendre que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas l'affaire des partis politiques, ce n'est pas nous qui le disons, mais la population elle-même, elle est concernée. Que les gens qui sont dans la zone 1 sortent. Chacun reste dans son quartier, il n'a pas besoin de faire la violence, mais juste qu'on sente que la population est en train de réclamer sa carte d'électeur. Parce que cette carte d'électeur a une valeur. Nous savons comment les gens utilisent la carte d'électeur pour d'autres opérations, pour d'autres activités. Il faut que la population elle-même sorte. Ça va être une sortie spontanée. Si la classe politique ne veut pas lancer un appel, si les organisations de la société civile ne peuvent pas le faire parce qu'on empêche, la population est libre de réclamer, puisque c'est son droit. C'est son droit de réclamer sa carte d'électeur. Parce que ici, ce n'est pas la population qui a refusé d'aller. Vous allez voir, en 2017 ou 2018, pour les élections législatives, il y a eu plutôt une pression sur la population d'aller se faire enrôler. Il y a eu une pression énorme. La communication était intense. Et de part et d'autre, on mirotait des petits projets de financement ici et là, si tu as ta carte d'électeur. Pourquoi le moment où la population est décidée d'aller se faire recenser, on crée des astuces, on joue un petit malin pour faire croire que non, on peut pas reprendre parce que ça arrive de jouer sur le calendrier électoral. Pourtant, ce calendrier-là, on ne sait même pas quand est-ce que on ira à ces élections.
Ça, c'est ce petit jeu malin là, il va falloir que ça cesse. La population même peut sortir et dire, écoutez, nous avons besoin, imagine dans la zone 1, dans toutes les préfectures. Spontanément. En tout cas, je pense que c'est faisable parce qu'il y a quelques mois en arrière, on a eu écho d'une manifestation spontanée des femmes revendeuses de tomates et de piments au marché justement à abattoir, qu'on voulait quand même les expulser pour aller dans un marché de Klika. Mais ces femmes se sont levées spontanément, donc ça peut se faire alors. Ça peut se faire. Ici, il faut que les gens se lèvent spontanément. Mais qu'ils ne le fassent pas dans la violence pour qu'on dise que bon, voilà, vous êtes manipulé par l'opposition qui fait ça, de casser cela pour qu'après on puisse traquer les leaders des partis politiques. Non. Ici, nous sortons spontanément dans nos quartiers, on reste dans nos quartiers pour demander à ce que le régime reprenne le recensement dans la zone 1. J'ai besoin de ma carte d'électeur pour voter. Parce que le vote, c'est un droit reconnu par la Constitution. Il va falloir que tout le monde se mette ça dans la tête. On va y revenir. D'accord. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les médias, que ce soit dans les quartiers, tous les moyens sont bons pour amener ce régime à comprendre que ce n'est pas les acteurs politiques qui disent que la population a besoin de la carte. La population elle-même qui est concernée, qui veut cette carte pour aller exécuter son devoir, son droit plutôt citoyen, que la population même réagisse. Parce que nous avons marre de toujours continuer par communiquer, mais on se retrouve dans une situation comme si c'était nous qui sommes plus... Docteur Richard Tindion, mais plutôt, moi, on a l'impression que les populations font beaucoup confiance en vous, hommes politiques. Ils vous attendent parce que vous avez sorti des communiqués, mais le peuple togolais lambda pense que c'est lui, hein. Ce n'est pas lui qui doit tout faire, mais c'est plutôt vous, parti politique. Nous, les partis politiques, nous le disons, ce que nous sommes en train de faire, les émissions que nous faisons, pour demander à ce que le gouvernement puisse revoir sa copie, revoir le recensement électoral, le recensement dans la zone 1. C'est une action que nous sommes en train de mener. Les plaidoyers que les gens sont en train de faire, c'est une action. Les évêques ont sorti un communiqué, c'est une action. Mais pendant ce temps où la plaidoirie se passe et que le gouvernement, ce régime a fait la sourde oreille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des sorties spontanées. Dans les églises, que ce soit dans les églises, les marchés, partout, que les gens qui sont sortis pour dire j'ai besoin de ma carte d'électeur. C'est mon droit d'avoir ma carte d'électeur. Et je crois que si le régime voit les gens agir ainsi, avec des pancartes ici, dans leur quartier, en criant qu'ils ont besoin de leur carte d'électeur, au moins la communauté nationale, la communauté internationale saura qu'effectivement, ce régime-là nous traite mal. Ce régime-là nous traite mal. Il ne considère pas les préoccupations de la population. Parce que la population ne peut pas attendre que les leaders des partis politiques disent allez-y. D'accord. Il faut que nous étions d'agir. D'accord. Alors, professeur Ekwe Dossé, depuis Lomé, face à cette situation, justement, il y a quelques jours, au cours de leur dernière sortie, justement, les évêques du Togo ont appelé notamment à la mise en place, ça vient pas de moi, ils ont dit à la mise en place d'un bon climat pour les élections à venir. Alors, qui et comment créer le bon climat dont fait allusion la conférence des évêques du Togo selon vous? Alors, ce bon climat, il faudra, de mon point de vue, que à tous les niveaux, chacun y mette du sien. D'abord, ceux qui sont les tenants du régime et qui organisent ces élections. C'est vrai qu'en Afrique, on nous dit généralement qu'on n'organise pas des élections pour les perdre. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. Apparemment, aujourd'hui au Togo, avec la CENI qui reconnaît des dysfonctionnements, le pouvoir qui reconnaît des dysfonctionnements, mais qui, manifestement, ces deux partis se satisfont de ces dysfonctionnements et veulent continuer. Et je crois que tous les observateurs, tous les analystes comprennent ce qui est en train de se faire. Il s'agit aujourd'hui de minorer l'électorat dans des zones où, clairement, le pouvoir est en difficulté et donc dans des zones où clairement le pouvoir aura du mal à mettre en œuvre toute sa machine de fraude et à obtenir les résultats en sa faveur. Donc dans ces zones, on fait en sorte que il y ait moins d'électeurs qui soient inscrits, donc on fait tout pour minorer, comme je l'ai dit, l'électorat. Maintenant, je comprends les évêques. Les évêques, ils sont la représentation morale du pays
Et il est normal, justement, que cette conférence des évêques en appelle à plus de transparence, plus d'équité dans ces processus électoraux. Mais au-delà de cet appel, qu'est-ce qui peut être fait? Je l'ai dit, il faudrait que déjà les tenants du pouvoir aient cette volonté de faire les choses autrement, ce qui n'est malheureusement pas une évidence dans notre pays. Et donc, il ne faudrait peut-être pas trop compter sur un changement de paradigme, un changement de vision, un changement de philosophie de la part du régime et même de la part de la CENI. Alors, quelles sont les autres forces? D'abord, les évêques eux-mêmes. Je pense qu'au-delà du communiqué, il faudrait que les évêques travaillent. Ils ont cette possibilité dans toutes les paroisses, de Lomé à Saint-Cassé, de travailler sur l'éveil des consciences. Les évêques doivent, de mon point de vue, donner plus de consignes claires aux prêtres pour que ceux-ci... Professeur David Ekwedose, vous avez bien lu le communiqué des évêques du Togo. Est-ce que ce message est clair pour vous? Quand on dit dans ce message, les évêques du Togo demandent aux acteurs politiques, c'est du français, demandent aux acteurs politiques de créer un bon climat politique pour les élections à venir. Déjà que on sait qu'au début, avec ce qui se passe avec la CENI, le climat il est déjà mauvais. Qui va créer ce bon climat alors, selon vous? Voilà, donc c'est ce que je disais. Ce climat, initialement, ou de façon prioritaire, pourrait être amélioré si les tenants du régime avaient cette volonté de le faire. Mais ne soyons pas naïfs. Ce n'est pas aujourd'hui, en tout cas, que les choses vont changer dans notre pays, où le système en place a toujours tout mis en œuvre pour continuer de confisquer le pouvoir. Donc, si les évêques ont demandé cela à tous les acteurs politiques, les premiers acteurs politiques sont ceux qui sont au pouvoir. Et je pense personnellement qu'il ne faut pas trop compter sur un changement d'attitude de la part de ceux qui sont au pouvoir. Les autres acteurs, c'est l'opposition, c'est la société civile et c'est les évêques eux-mêmes, même s'ils ne sont pas des acteurs politiques au sens propre du terme, ce sont quand même des acteurs qui ont analysé une situation de notre pays et qui ont fait une proposition importante à travers un communiqué. C'est pour ça que je dis qu'au-delà du communiqué, les évêques doivent poursuivre sur leur lancée et continuer à conscientiser le peuple. Mais les autres acteurs également doivent, de mon point de vue, apporter de nouvelles choses dans leur façon de faire. Aujourd'hui, tout le monde est conscient du fait que les états-majors sont recroquevillés sur eux-mêmes. Ils disent la même chose chacun dans son coin et ce n'est pas de nature à aider à cette remobilisation populaire dont je parlais tantôt. Donc il faudrait que les acteurs politiques également aient une posture, une attitude qui aide à la remobilisation populaire. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Et continuer à conscientiser le peuple. Mais les autres acteurs également doivent, de mon point de vue, apporter de nouvelles choses dans leur façon de faire. Aujourd'hui, tout le monde est conscient du fait que les états-majors sont recroquevillés sur eux-mêmes. Ils disent la même chose chacun dans son coin et ce n'est pas de nature à aider à cette remobilisation populaire. Professeur Dossé, je me permets de vous couper un petit peu, mais je m'adresse toujours à vous. On va essayer de faire un petit peu question de jeu de mots dans cette émission, débat citoyen. On va faire un petit peu un schéma du cas togolais, professeur David Dossé. Alors, au Togo, on sait que l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir. La population joue son rôle, sort à l'appel de l'opposition de la société civile. On les tue, les militaires les tuent, les bastonnent. C'est pour ça qu'on dit, même sur le plan national et international, que l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir. La population a tout fait. On les martyrise, on les emprisonne. Alors, on fait appel à l'opposition, on a confiance à l'opposition, les leaders de l'opposition. Une idée d'action, oui. En fin de compte, dans d'autres pays, on dit les hommes d'église aussi peuvent aider. Et le peuple togolais aussi dit on a tout fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? On fait confiance aussi aux hommes de Dieu de nous aider un petit peu. Et là, des gens se disent un petit peu rester sur leur soif quand les évêques demandent aux acteurs politiques de créer un bon climat. Alors, les gens sont un petit peu gênés que oui, nos hommes de Dieu peuvent aussi faire plus. Et en même temps, on dit non, c'est la population qui doit aussi faire son travail.
Comment l'interprétez-vous? Oui, alors je comprends un peu la frustration venant de ceux qui estiment que les hommes de Dieu devraient s'affirmer davantage, comme cela s'est vu dans d'autres pays. Je prends le cas du Congo, où l'Église catholique a une position beaucoup plus affirmée que celle adoptée par l'Église dans notre pays. Bon, je pense que l'Église au Togo a peut-être ses raisons, mais effectivement, on aurait pu espérer beaucoup plus d'affirmation, beaucoup plus d'assumation, je ne sais pas si ça se dit, mais il faudrait vraiment que l'Église puisse assumer ses positions et dire les choses telles qu'elles sont et appeler un chat un chat. Lorsque l'Église a le sentiment qu'il y a un défaut de transparence, qu'il y a des dysfonctionnements, il faudrait le dire beaucoup plus clairement et de façon beaucoup plus explicite. Mais ce n'est pas la première fois que je tiens ce genre de propos vis-à-vis de l'Église en général au Togo. Et je dis donc que je comprends clairement la frustration des uns et des autres. Mais bon, c'est une attitude que l'Église a toujours adoptée au Togo. Peut-être pas toujours, mais souvent adoptée au Togo. Il faudrait composer avec et puis essayer d'avancer. Vous avez parlé de l'armée. Le rôle inacceptable que l'armée a toujours joué dans les affaires politiques au Togo, également, tout le monde le sait. Et donc, c'est une donnée extrêmement difficile à prendre en compte, mais il faut savoir que c'est comme ça et composer avec. Donc, composer avec ce rôle délétère de l'armée, composer avec la sortie des évêques qui, pour certains, correspond à un verre à moitié vide et pour d'autres, correspond à un verre à moitié plein. C'est une réalité qu'il faut connaître et essayer de composer avec. Alors, donc, si on tient compte de tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, c'est la question que vous posez. C'est la question que vous posez. Et donc, il faut tenir compte de tout ça et voir ce qui est faisable au niveau des organisations de la société civile, ce qui est faisable au niveau des partis politiques. Mais personnellement, je pense que c'est une convergence d'action des uns, des autres, sans pour autant parler de vraies coalitions, mais il faut vraiment une synergie entre toutes ces actions. Donc cette synergie peut permettre vraiment de faire reculer les lignes et peut permettre d'obtenir un changement véritable. Bon, voilà moi ce que je pourrais vous dire par rapport à l'action des évêques et puis par rapport à l'interprétation des uns et des autres par rapport à la portée réelle de cette sortie des évêques. D'accord. Avant de conclure ce débat citoyen sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté, Dr Richard Tinjor également, qui nous accompagne en ligne depuis Lomé au Togo. Vous avez écouté professeur David Ekwedossé sur le communiqué, bien sur la dernière sortie des évêques du Togo, dont on vous a aussi entendu la semaine passée, justement dans notre émission. Alors, quoi faire justement si l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir? La population togolaise a joué son rôle, ça c'est sans langue de bois. Le peuple est toujours présent, même si le peuple est maintenant démotivé, c'est parce qu'on les tue, on peut pas, on les tue, on les martyrise, on les emprisonne. Donc dit c'est l'opposition qui doit nous aider, ou c'est les hommes d'église aussi qui doivent nous aider, parce que on leur dit il y a que Dieu qui peut nous sauver. Donc dans ces conditions, que Dieu a fait concrètement, on revient toujours au bas peuple, face à cette situation quand on parle du cas togolais. Oui, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple parce que c'est le peuple qui doit décider. C'est le peuple de voir ce qu'il peut faire pour mettre la pression sur ce régime. L'armée doit rester une armée républicaine. L'armée ne doit pas servir les intérêts d'une minorité au détriment de la majorité. Puisque cette armée même, ce qu'on envoie sur le terrain, matraquer les gens, fester, taper, violenter les gens, ces personnes-là ont des familles. Aujourd'hui, vous êtes peut-être corps habillé, vous travaillez, on vous envoie en mission pour aller taper ou créer du désordre, casser les choses dans la maison de quelqu'un parce que la personne est en train de dénoncer ce que la minorité fait. Vous le faites demain. Quand vous ne serez plus en mission ou vous ne serez plus en fonction, vous allez retrouver cette famille-là. Et les gens gardent toujours ces séquelles. Vous allez voir parfois certains même qui ont fini leur carrière militaire devenus malheureux, très malheureux. Personne ne veut même les aider parce que quand ils étaient encore là en fonction, ils étaient tellement zélés, ils faisaient comme si c'était la fin du monde. Il va falloir qu'on y pense. Tout à tout nous posons aujourd'hui, il y a toujours le demain qui nous attend. Nous allons répondre nos actes demain.
Vous allez poser un acte aujourd'hui, demain, vous allez reprendre. Parce que quoi qu'on dise, vous ne serez pas éternellement puissant. Dans la Bible, nous avons vu les rois qui ont été puissants, leur fin. Donc, une dictature qui continue toujours pas à s'enraciner aura toujours une fin. Et donc, l'élite togolaise ne doit plus se taire. Que ce soit ceux qui sont à l'université, que ce soit au niveau du corps des juges, des avocats qu'on sort, il faudrait plus que les gens se taisent. Parce que la lutte là n'est pas une lutte de la classe politique de l'opposition seule, c'est une lutte collective. Tout le monde souffre dans son petit coin. Même la bonne femme qui est au marché est en train de souffrir. Il faudrait que nous travaillions à ce que nos institutions soient des institutions stables. Quelqu'un qui travaille à la tête d'une institution, il doit pouvoir travailler dans l'intérêt du peuple. Je prends par exemple l'exemple de l'ARCEP, qui en tout temps a réussi à sanctionner les institutions de téléphone mobile et de la téléphonie mobile par rapport au coût de prestations et ainsi de suite. Vous avez vu? Ça veut dire que ceux qui sont là-bas ont le souci du bien-être de la population. Ils ne le font pas pour leur propre intérêt, parce qu'ils savent que la communication dans le pays est chère. Les gens n'ont pas assez de revenus. Mais au même moment, c'est à travers la communication, à travers l'Internet que les gens peuvent faire le commerce en ligne, peuvent vendre et joindre les deux bouts. Si là-bas aussi c'est cher, vous voyez dans quoi nous rentrons. Donc, les gens qui sont à la tête des institutions, de grâce, travaillent dans l'intérêt du peuple, et non dans l'intérêt d'un parti politique. Et si, jusqu'à ce jour, ça ne marche pas, nous n'arrivons pas à déboulonner cette dictature, c'est parce que les gens ne sont pas conscients que eux-mêmes, de par leurs actions, ils contribuent à enraciner ce régime-là. Parce que les partis politiques vont faire quoi? Si la population elle-même, ou bien les gens qui sont à la tête des institutions ne jouent pas leur rôle, quelqu'un vous le demandez, ah, vous-même voyez l'injustice là. Ah, moi je ne veux pas le problème, je suis apolitique. On utilise toujours cet habit d'apolitique et pensons que le travail doit se faire par certains. Et que quand le résultat sera là, nous tous nous allons le partager. Vous prenez le domaine de la santé. Comment on appelle, l'hôpital qu'on a créé, de référence qu'on a construit aujourd'hui, c'est pour le bénéfice de la population, mais essayez de voir le coût de prestation. C'est cher. Les populations ne peuvent pas supporter. On devrait revoir tout ça, reconstruire les unités de soins dans les zones reculées. En saison pluvieuse aujourd'hui, les ponts sont coupés dans certaines zones et les gens n'arrivent pas à traverser avec leurs produits périssent là-bas. Tout ce que nous disons, nous ne cherchons pas à dénigrer qui que ce soit, mais c'est dans l'intérêt de la nation. Travaillons à protéger la population et non à protéger une minorité. Voir que ceux qui, parfois, à un moment donné, sont découragés de la politique, se disent, ne veulent plus faire la politique, on peut les comprendre. On peut les comprendre. Le régime, qu'est-ce que le régime fait? À la porte des élections, ils essaient de lancer quelques concours pour juste encore attirer la jeunesse à croire en eux, parce qu'ils se disent, avec le concours là, ah, si tu ne viens pas faire la campagne pour nous, tu ne vas pas sensibiliser pour que nous gagnions, tu ne vas pas réussir à ce concours. Malheureusement, ils utilisent cette manipulation à la porte de chaque élection et les gens tombent dans ce piège. Quand on organise un concours, normalement le concours, c'est fait pour que tout le monde ait la chance au même peu d'égalité. Mais ici, c'est comme si on est en train de faire la promotion d'un parti politique. Si tu veux travailler aux côtés de l'opposition, c'est que tu as une forte chance de ne pas passer. Et ce n'est pas bon. Cette manière de prendre en étau le pays ne nous conduira pas à décoller. On n'est même pas sur la phase du développement. On n'a même pas décollé. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pas le développement. Regardez les zones, par exemple, les zones qui ne sont pas encore viabilisées. Les gens construisent, il faut attendre quelques années plus tard qu'on amène l'électricité avec les toiles d'araignée. Même en pleine ville, les toiles d'araignée sont là. Les gens mettent les compteurs sur les murs de leurs voisins. C'est comme si c'était des lézards. Dans quel pays comment on peut diriger un pays comme ça? L'électricité qui est un produit qui permettra aux gens de faire des activités, ça devient de l'or. D'accord. Pourquoi ne pas promouvoir l'énergie solaire et permettre à ce que les gens aient accès? Viabiliser les milieux, tracer des routes, amener de l'eau, amener l'électricité pour que les gens viennent s'installer. Comment cela se fait dans la plupart des pays de la sous-région? Chez nous ici, c'est la population qui viendra déshumaniser la zone avant de s'installer. Avant que le gouvernement ne vienne plus tard pour dire, bon, ok, on va casser ici, on va faire tel réseau, on va faire ceci. C'est pas bon.
On va conclure avec professeur Dessert. Merci, docteur Richard Tindior. Je vous donne la parole pour conclure également ce débat citoyen. Alors, professeur David Ekwe Dessert, merci de votre disponibilité en ligne depuis Lomé au Togo. On l'a annoncé en début de cette émission, débat citoyen. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, annonce la fin d'enrôlement et la publication prochaine des listes électorales. Quelle action concrète de l'opposition et de la société civile pour la reprise du recensement électoral dans la zone numéro 1, et justement avec les clivages au sein de l'opposition? Le professeur Dessert, vous l'avez quand même dit, mais on va conclure avec cette inquiétude-là. Pensez-vous vraiment que les partis politiques surtout peuvent relever les défis d'une unicité d'action face à cette situation? Que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? 2 mots. Le premier mot, c'est espoir, et le deuxième mot, c'est patience. Je crois qu'il est important que nous continuions à allumer la flamme de l'espoir dans le cœur de chaque Togolais. Les Togolais sont avides de changement. Les Togolais sont aujourd'hui découragés, mais il faut que les Togolais maintiennent cet espoir que le changement est inéluctable et que chaque jour qui passe nous rapproche davantage de ce jour du changement. Ça, c'est une vérité, c'est une évidence. Le deuxième mot, c'est patience. Je crois que en 2016, si on avait prédit qu'en 2017 et en 2018, les Togolais seraient autant mobilisés et que les Togolais seraient si proches du changement, personne ne serait prêt à parier. C'est un processus, c'est un cycle qui se construit. Et je crois que nous sommes dans la phase de construction. Quand est-ce que l'éclosion se fera? Je ne peux pas le dire. Je ne suis pas le bon Dieu, je ne suis pas un devin. Mais l'éclosion va se faire. Donc, patience. Nous sommes dans une phase de construction. Vous l'avez rappelé au cours de cette émission avec l'initiative de Maître Apévon. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Des réflexions ont été menées. Des réflexions vont être menées justement afin de voir comment est-ce que cette force organisationnelle venant des forces vives de la nation peut être réellement construite pour apporter le changement. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais c'est quelque chose qui est en train de se faire qu'il faut saluer. Il est possible qu'il y ait encore d'autres initiatives, mais à un moment donné, il y aura une convergence de toutes ces forces qui veulent le changement, et cette convergence va permettre certainement d'obtenir la mobilisation, et la mobilisation va permettre certainement d'obtenir cette fois-ci le changement que nous voulons. Donc il faut simplement de la patience. Je sais que les gens en ont marre. Monsieur Richard Tindior a rappelé toutes les difficultés que nous avons dans ce pays au niveau des secteurs sociaux, au niveau de l'agriculture, de la paysannerie, l'hôpital qui a été construit, qui est une bonne chose, que nous saluons, mais avec encore beaucoup de difficultés quand on tient compte du niveau de vie de nos populations. Donc ce pays mérite un autre système de gouvernance. Ceux qui sont même à la tête du pays, je pense, en sont tellement conscients qu'ils savent que s'ils ne mettent pas en place un système de fraude, ils vont être balayés, en tout cas si on va à des élections transparentes. Et donc, je reprends les 2 mots. Maintenons cet espoir chevillé au corps. Ne perdons pas espoir en l'avenir. Soyons patients parce que pour que les choses se fassent bien, il faut prendre le temps de la construction. Ne soyons plus dans la précipitation. Soyons patients et nous allons construire certainement quelque chose qui permettra, lorsque la prochaine mobilisation se fera, d'obtenir le changement. J'espère en tout cas le changement dans la paix, le changement dans la vérité, et ce changement va permettre enfin à ce pays de décoller. Et nous sommes des travailleurs, nous sommes des gens reconnus pour leur volonté de travail, leur volonté de bien faire. Et le jour où le Togo va décoller, enfin, des gens verront qui nous sommes vraiment. Merci à Amos en tout cas pour cette émission. Merci encore à Richard. Et merci à ceux qui ont eu la patience de nous écouter. En tout cas, merci également à vous, professeur Dessert, espoir et patience. Je rappelle que vous êtes premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé au Togo. On conclut également avec Dr Richard
Tinjo. Vous avez suivi professeur Dossé qu'il a dit espoir, patience. Alors, que direz-vous également pour conclure ce débat? Vous mettez toujours l'accent sur la mobilisation, mais le pouvoir vous empêche d'organiser des réunions de sensibilisation. Comment arriver à mobiliser la population elle-même, qui doit réclamer sa carte d'électeur? Que direz-vous pour conclure ce débat, citoyen Dr Richard Tinjo? Merci Amos. Je crois que nous allons utiliser tous les moyens, même les réseaux sociaux, que les gens commencent déjà pas poster sur leur statut et autres, réclamant leur carte d'électeur dans la zone 1, réclamant leur carte d'électeur parce que c'est leur droit. Et on ne peut pas les empêcher. On peut vous enlever les autres droits, mais ce droit-là, la population en a besoin. Pourquoi le régime ne veut pas leur accorder cela? C'est parce que le régime a peur. Actuellement, pendant toutes ces années, ce demi-siècle que le régime a fait, le régime transporte un fardeau qui est très lourd. Son cou est presque cassé. Continuons toujours par lui pousser à laisser tomber pour que de nouvelles personnes viennent reprendre un nouveau système de gouvernance. Vous êtes fatigué de diriger ce pays. Qu'est-ce qui vous empêche d'abandonner, d'aller vous reposer et revenir pour reprendre le pouvoir? À force de vouloir insister, vous finirez par casser votre cou parce que vous n'en pouvez plus. Vous serez toujours dans la routine. Vous ne pouvez plus innover. Ce n'est pas la peine. Et vous voyez tout ce que nous disons. Vous-même, vous êtes conscients. Je parle du régime. Ils sont conscients qu'ils gèrent mal le pays, que ça ne va pas. Ce n'est pas les arrestations qui feront régler le problème. Ce n'est pas la prison qu'ils brandissent comme une arme pour traumatiser la population qui va résoudre le problème. Soit vous ne pouvez plus vous céder le pouvoir à de nouvelles personnes qui viendront faire leur expérience. Quand ça ne va pas, on trouvera d'autres personnes. Le président Sissoko, Embalo Sissoko, s'est fait gagner. Il a vu, il a organisé les élections. L'opposition a remporté. Est-ce que cela l'a enlevé, ce titre de président ou bien son nom? Est-ce que ça a changé quelque chose en lui? Non. Ça veut dire que nous pouvons aussi apporter quelque chose. Il ne faudrait pas que les gens trouvent dans notre pays rien que de la négativité pour aller expérimenter d'autres choses dans leur pays. Nous pouvons aussi proposer quelque chose d'innovant pour que les autres puissent s'inspirer. Ouais. Donc, la population ne doit pas se décourager. Population togolaise, vous n'avez pas à vous décourager. Ces élections qui sont en train de s'organiser pour cette année, sachez que c'est seul le vote sanction, le vote qui fera fléchir ce régime-là. Sinon, vous finirez toujours par leur donner le pouvoir et ils vont encore utiliser ce pouvoir-là contre vous. Vous avez vu ce qui se passe avec les enseignants. La plupart des enseignants, c'est eux qui sont dans les bureaux de vote qui organisent la fraude. Et vous avez vu comment ça se passe avec eux. On ne les tient pas les couilles, ils ne peuvent plus parler. Il va falloir que nous-mêmes nous prenions conscience. N'attendez pas simplement que ce soit les partis politiques d'opposition qui doivent réagir. Ce n'est pas parce que la classe politique d'opposition est divisée que cela empêche que l'alternance arrive dans ce pays. L'alternance, c'est une question de volonté politique. Si ce régime-là veut que ça change, ça va changer. Je tiens à féliciter la société civile Togo Debout et les autres membres de la société civile qui font un travail éloquent malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Les partis politiques qui travaillent aussi, je vous jette les fleurs. Mais ce qui reste à faire, c'est que nous faisons bas la terre, que nous oublions nos différends, que nous approchons les uns vers les autres pour pouvoir construire la nation. Le mouvement que Maître Apévo est en train de lancer, je crois que c'est un mouvement qui est en train de se constituer à partir des expériences de l'échec des autres mouvements. Il va falloir que toute l'élite togolaise se lève, que ce soit ceux qui sont au niveau national ou de la diaspora, adhèrent à ce mouvement, qu'on puisse dans ce mouvement régler les questions politiques, régler les questions d'ordre social, afin que le pays au moins bouge. Sinon, ce Togo-là, je ne sais pas là où nous sommes en train d'aller. Hein? Nous ne savons pas où est-ce que nous sommes en train d'aller. Est-ce qu'on va continuer toujours pas à torturer les gens comme ça? C'est pas une bonne chose. Je tiens également à féliciter Radio Avouloté qui fait un travail énorme. Grâce à vous, au moins, ce qui se passe dans le pays, les gens arrivent à l'écouter. Et Merci. ne vous découragez pas. Pour les acteurs politiques, nous n'arrivons pas encore à trouver notre marque, à vous apporter la solution. Dans la lutte, c'est toujours comme ça. Tant que vous n'avez pas encore atteint votre objectif, vous ne devez pas vous décourager. Il y a des hommes qui vont tomber, d'autres vont se relever, de nouvelles personnes vont venir. La lutte doit toujours continuer parce que cette dictature-là, ce n'est pas une dictature qui est facile. Ce n'est pas une dictature qui est facile. Et les moyens dont nous disposons pour combattre cette dictature, nous n'avons pas assez de moyens, mais ça ne nous empêche pas de continuer, toujours pas maintenir la pression sur cette dictature. Tôt ou tard, la dictature cinquantenaire finira par tomber et le peuple togolais sera libéré.
En tout cas, merci également à vous, Dr Richard Tchindjo. Je rappelle que vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Merci également à vous qui nous avez suivis sur Radio Canal K, sur Radio à Volonté. Et en toute résistance, nous vous proposons d'écouter cette chanson intitulée Etiamé. Nous sommes fatigués de la malgouvernance en Afrique, et notamment au Togo, chantée par l'artiste engagé togolais Yaoja, que nous saluons de très loin. Ainsi prend fin ce débat citoyen sur Radio Canal K, sur Radio à Volonté. Merci de votre résistance et à très bientôt. Bon week-end. Bonsoir. Radio à Volonté, la voix de la résistance du peuple togolais.